Une orthophoniste en libéral qui travaille avec quelques enfants autistes, donc elle suit à son cabinet et puis qui participe aussi à la scolarisation lors des équipes de suivi. Donc je vais vous laisser apprécier cette interview qui dure une bonne dizaine de minutes. Bonjour Émilie, voilà, je vous remercie d'avoir accepté cette interview pour Canal Autisme et j'aimerais bien d'abord que vous vous présentiez. Donc Émilie Toczek-Murat, je suis orthophoniste à Béziers où j'exerce en libéral depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance au cours de ma formation en Belgique de réaliser un stage dans un service universitaire de dépistage précoce et d'intervention, donc à Mons, ce qui m'a permis d'être confrontée pour la première fois aux enfants autistes. Et donc depuis 10 ans, je continue de me former et j'accueille en libéral essentiellement des enfants entre 3 ans et 10 ans. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de quelle façon vous participez à la scolarisation des enfants autistes, puisque vous avez dit que vous aviez plutôt de jeunes enfants, au niveau de l'école, c'est-à-dire les rencontres que vous pouvez avoir à l'école, que ce soit les rencontres formalisées en équipe de suivi de la scolarisation, ou à savoir s'il y a des rencontres moins formalisées avec les enseignants. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que le projet de scolarisation est toujours un gros projet qu'il faut travailler en amont avec les parents. Donc, j'essaye déjà de beaucoup discuter avec les parents sur quelles sont leurs attentes face à l'école. Essayer aussi de relativiser parfois par rapport au niveau de l'enfant. Ensuite, quand je suis invitée aux équipes de suivi, donc je rencontre toute l'équipe enseignante. Où là j'essaye d'expliquer le travail qui a déjà été mis en place en orthophonie. Je peux être aussi contactée par l'hôpital de jour qui peut m'inviter au suivi mensuel ou par le CAMS, et il y a aussi des échanges téléphoniques. Donc vous me disiez tout à l'heure que vous aviez aussi des rencontres avec la crèche. Donc j'aimerais aussi un peu savoir quelle est cette passerelle entre la crèche et l'école, la passerelle aussi jusqu'à l'école maternelle. Donc là, j'ai pu cette année du coup participer à des équipes sur la crèche. Donc c'est vrai que c'est encore différent et j'ai trouvé ça très intéressant. On a essayé de travailler sur toutes les activités qui étaient déjà proposées, d'essayer de les rendre accessibles à l'enfant à son niveau. On a essayé de trouver les méthodes qui marchaient en séance, donc toutes les images, j'ai essayé de proposer à ce que la crèche puisse prendre en photo les jeux que les enfants appréciaient. On a essayé aussi de mettre en place des emplois du temps. Et ce qui était bien, c'est de pouvoir coordonner les équipes. Sur les réunions qui ont été faites, il y a souvent les directrices d'école qui étaient présentes pour justement commencer à connaître l'enfant et pouvoir expliquer à la future enseignante quelles allaient être les difficultés ou les conseils qui avaient pu être donnés et le niveau de l'enfant. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant que ça puisse se faire vraiment en réseau avec tout le monde. Donc les équipes de suivi de la scolarisation, pour en revenir là, donc au niveau de l'école maternelle, donc vous êtes invité à y participer une fois par an, 2 fois par an, comment ça se passe ça? Alors en règle générale, il y a souvent trois équipes. Donc au début de l'année, une fois que l'enseignant a commencé à observer un peu l'enfant, il y en a une à milieu d'année pour faire le point de ce qui s'est passé, et à la fin d'année pour éventuellement réfléchir au passage, au maintien ou à une réorientation. Donc malheureusement, je ne peux pas être présente à toutes les équipes. Donc quand l'enfant arrive dans l'école, j'essaye d'être présente à la première équipe parce que celle-là me paraît importante du coup pour vraiment présenter l'enfant, expliquer où il en est, ce qu'il est capable de faire, pour que justement l'enseignant se rende bien compte de ses spécificités et essaye d'adapter au mieux son travail.
ou alors j'essaye de choisir celle de la fin de l'année, justement quand on doit discuter sur les réorientations et sur les changements de scolarité, parce que c'est des fois des étapes qui sont difficiles et bon, j'ai souvent une autre relation avec les parents, donc je peux aussi les accompagner un peu plus par rapport à ce projet-là. Ouais. Alors je voudrais aussi revenir sur, enfin on en a un petit peu parlé, sur quelle aide vous pouvez apporter au niveau des enseignants sur la scolarisation et puis pour favoriser cette inclusion de l'enfant autiste. Est-ce que vous apportez une aide sur ses particularités, sur ses besoins? Donc j'entendrai par là en termes de classeur PEX, s'il y a un classeur de communication, ou voilà, est-ce que les enseignants vous interpellent là-dessus ou... Alors, je pense qu'il est en effet très important que les enseignants soient au courant des spécificités du fonctionnement de l'enfant autiste, parce qu'en effet, il ne va pas du tout fonctionner de la même façon qu'un enfant ordinaire. Donc déjà, tout ce qui est hyper, hypo, sensibilité et autres, je pense que voilà, il faut pouvoir être au courant de tout ça, de son mode de fonctionnement, de son mode d'apprentissage. Et c'est des choses que les enseignants doivent toujours avoir dans un coin de leur tête. Donc c'est vrai que quand je vais en équipe éducative, quand c'est souvent en début d'année que les enseignants ne connaissent pas encore l'enfant, je me permets un petit peu de refaire un point sur toutes ces choses-là. Quand des choses ont été mises en place au cabinet, comme un classeur de communication, on le présente, on explique comment ce classeur est censé fonctionner. On essaye d'expliquer aussi que voilà, le but d'un classeur de communication, c'est de faire la demande. Donc on essaye d'avoir des objets qui sont présents à l'école, donc souvent quitte à faire une page que pour l'école, pour pas que l'enseignant se retrouve en situation de ne pas offrir l'objet à l'enfant. J'explique aussi un petit peu toutes les méthodes qu'on peut proposer en termes de structuration d'espace, structuration de temps, parce que c'est des repères qui sont très importants à essayer d'aménager. C'est sûr que dans une classe, c'est plus difficile, mais avec l'aide de l'AVS, avec l'aide de la maîtresse, je reste persuadée qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, ça je le propose et j'essaye de l'expliquer au maximum parce que je suis convaincue que ça fonctionne. Et vous les percevez comment alors, les relations entre les différents professionnels autour de l'enfant? Donc j'entends les différents professionnels, mais donc les professionnels du soin, de la santé, les professionnels de l'éducation nationale, directeurs, enseignants, AVS, mais j'entends aussi par professionnels quand même les parents, puisque les parents sont malgré tout les premiers experts de leur enfant, hein, c'est bien eux qui le connaissent le mieux. Donc votre perception de ces relations, et puis qu'est-ce que vous souhaiterez aussi voir améliorer justement par rapport à ça, à cette complémentarité, qui pour moi en est une, mais... Oui, oui. Ah oui, ça c'est sûr qu'il faut tout de suite l'envisager comme une complémentarité. Je pense que chacun a son rôle à jouer et que tous ensemble, justement, on va faire avancer l'enfant. C'est ce qu'on veut. Malheureusement, on manque souvent de temps, donc ça je le conçois. Au sein d'un groupe classe, c'est sûr que l'accueil d'un enfant autiste demande beaucoup de préparatifs. Je pense que voilà, si un instituteur sait qu'il va scolariser un enfant, il a du travail à faire en amont, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui demande du temps, qui va lui demander de l'énergie aussi, parce qu'il va devoir faire les choses différemment. Donc c'est pour ça que moi j'estime être là professionnelle pour soutenir aussi toutes ces démarches. C'est parfois, voilà, pour les parents aussi, ils ont envie que l'instituteur mette en place beaucoup de choses, c'est pas toujours facile à son échelle. Donc même si la volonté est là, je trouve que c'est quand même encore difficile parfois à l'école de devoir généraliser tout ce qui peut être fait en individuel. Au niveau des équipes médicales, donc là aussi malheureusement certaines techniques qui sont utilisées en individuel ne sont pas généralisées, donc on retrouve un petit peu ces difficultés de faire avancer l'enfant sur une même ligne d'objectifs. Donc ça c'est un petit peu le regret que j'aurais, même si on a tous envie, des fois c'est difficile de coordonner notre énergie et nos méthodes. Voilà. Donc s'il y avait un point en particulier à améliorer.
plus de contacts finalement, parce que 3 équipes éducatives dans l'année, c'est peu, donc plus de contacts peut-être téléphoniques, un cahier de liaison, je pense que ça pourrait être intéressant justement quand il y a quelque chose qui a marqué l'enfant, pour le réutiliser en renforçateur. Moi j'ai l'expérience d'un petit garçon qui est arrivé en séance suite à un spectacle de marionnettes qu'il a été voir à l'école, et pendant toute la séance il m'a répété le titre de ce spectacle, et la maman me dit ça fait déjà 2 jours qu'il ne dit que ce mot-là, à l'hôpital le jour ils n'ont pas compris, je ne comprends pas. La maman n'était pas au courant qu'il avait été voir ce spectacle. Et du coup, on a fait une recherche sur Internet et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver et à lui sortir la fiche du spectacle. Et ça a apaisé et il était heureux de repartir avec cette affiche et du coup, tout le monde a compris. Mais voilà, c'est des petites choses des fois comme ça. Bon là, c'est peut-être la maman qui n'a pas vu le mot dans le cahier, mais voilà, qui est quand il y a des choses qui marquent l'enfant, mais même dans le côté positif pour pouvoir le redire à la maison, le redire aux professionnels, parce qu'on a aussi envie de partager sur les choses qui ont pu être intéressantes pour l'enfant. Je trouve que ça, c'est pas encore toujours fait et c'est dommage. Et donc plus de temps, plus de coordination avec peut-être cette idée de cahier de liaison. Et puis laisser la chance à l'enfant de montrer ce qu'il est capable de faire et le laisser évoluer voilà, à son rythme. Écoutez, c'est parfait. Mais je vous remercie beaucoup. Alors ce que je retiendrai de cette interview avec l'orthophoniste, c'est que le point essentiel, j'ai trouvé dans sa conclusion qu'elle nous donne, c'est qu'il faut laisser le temps à l'enfant de montrer ce qu'il est capable de faire et d'évoluer à son rythme. Donc vraiment, cet orthophoniste nous dit que, voilà, de son point de vue à elle, il faut lui laisser du temps. On n'est pas pressé par les apprentissages, par la leçon X ou Y, parce qu'il faut se dépêcher. Il faut lui laisser du temps. Et c'est vraiment ce qu'elle souhaitait nous transmettre et qu'elle m'avait dit à plusieurs reprises lors de son interview. Bon, je pense que c'est important de le souligner. Ensuite, au niveau de sa participation à la scolarisation, bon, comme vous l'avez vu, hélas, les personnels libéraux sont, voilà, l'orthophoniste ou que ce soit un kinésithérapeute ou une ergothérapeute. Bon, c'est difficile pour eux de participer à toutes les réunions d'équipe de suivi de la scolarisation. Elle le dit bien, elle manque de temps. Ils suivent quand même de nombreux enfants et ils ne peuvent pas systématiquement se rendre à toutes les réunions. Pour autant, les échanges mails peuvent se pratiquer, les rendez-vous téléphoniques, si l'orthophoniste, si l'enseignant a besoin de contacter l'orthophoniste ou si l'orthophoniste a besoin de contacter l'enseignant, mais il peut y avoir des échanges qui peuvent se faire. Donc même si elle n'est pas là forcément lors d'une équipe de suivi, on peut quand même la joindre et lui demander des informations qui peuvent être utiles. Alors elle nous dit bien que chacun a son rôle à jouer et que tous ensemble, on va faire avancer l'enfant et qu'il est vraiment très important de travailler main dans la main avec l'orthophoniste. Et les démarches à avoir auprès de cet enfant, les supports à adapter, l'orthophoniste, tout comme on l'a vu avec l'éducatrice de CESAD qui propose des supports adaptés, l'orthophoniste souvent, elle aussi, met en place des supports adaptés, que ce soit des classeurs de communication qu'elle a déjà mis en place avec l'enfant et sa famille. Donc il est bon à l'école d'utiliser ces classeurs de communication, de les sortir du sac, d'apprendre aussi à les utiliser. Donc là, l'orthophoniste dit bien qu'elle se rend libre pour exposer l'utilité et comment on s'en sert de ce classeur. Et puis, bon, le point sur lequel elle insiste vraiment, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de contact. Et ça, c'est vraiment l'objet de cette formation et l'objet de cette conférence et l'objet des pistes de travail que je vais vous proposer tout à l'heure. En ce qui concerne le cahier de liaison, donc un petit point sur lequel j'aimerais revenir parce que c'est vraiment pertinent ce qu'elle dit. On va faire tout à l'heure dans la deuxième partie un chapitre entier donc sur ce fameux cahier de liaison parce que l'orthophoniste le pointe là dans cette interview, mais ça m'a été aussi pointé par pas mal de parents, des AVS aussi, donc pas mal de personnes qui m'ont dit bon, des fois il manque un cahier de liaison. Quand il y en a un, c'est bien, mais quand il n'y en a pas, il y a un manque. Donc j'ai retenu cet aspect pour vous le décliner tout à l'heure.